Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH et management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. Justement, comment sensibiliser les jeunes à l'esprit d'entreprise. On va en parler dans quelques instants avec Gildas Simon. Il est responsable de ce programme spécifique de sensibilisation à l'esprit d'entreprendre chez BGE Paris. Il est notre invité. Un grand entretien aujourd'hui dans le Cercle RH pour parler de l'assurance et les enjeux de l'assurance auprès des salariés. On en parle avec Karine Gomaéré, elle est DRH de Swiss Life. On fera le point tant sur la qualité de vie au travail que sur la campagne de recrutement que mène cet assureur. Et puis on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, le ressenti des TPE face à l'IA. C'est vrai que l'IA fait un peu grise mine face aux chefs d'entreprise, de petites entreprises. On en parlera avec Éric Gras, spécialiste du marché de l'emploi Indeed. Justement, c'est une étude Indeed qui s'est intéressée à ce sujet. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de la sensibilisation à l'esprit d'entreprendre ou à la création d'entreprise auprès des jeunes. On en parle avec Gildas Simon. Bonjour Gildas. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, responsable du programme de la sensibilisation à l'esprit d'entreprendre au sein de BGE Paris. Alors BGE Paris, c'est une très belle structure qui accompagne des personnes parfois en reconversion qui veulent créer leur entreprise, mais votre programme, lui, il est destiné spécifiquement aux jeunes et j'ai envie de dire même à ceux qui n'avaient même pas imaginé créer leur boîte. Est-ce que c'est bien cela ? C'est exactement ça. En fait, nous allons, depuis 2015, nous allons dans tous les lycées, les collèges, les établissements scolaires, et également avec les missions locales. On travaille avec les jeunes qui sont invisibles et même les jeunes qui sont sous main de justice pour pouvoir leur apporter la méthodologie de la création d'entreprise et l'esprit d'entreprendre. En fait, on va un peu plus loin que juste l'entrepreneuriat. C'est de dire, moi, c'est mon ami qui est venu à 8 ans et il est venu me dire, Gildas, moi, quand je serai grand, je serai pompier. Il est pompier aujourd'hui. Et en fait, c'est ça qu'on va dire, comment on devient entrepreneur de sa vie. Vous nous dites, ça va au-delà de la philosophie. C'est la boîte à outils pratique, parce que souvent les jeunes doivent vous dire, mais c'est compliqué, il y a plein de paperasses, j'y comprends rien. Enfin, c'est un des freins quand même à la création d'entreprise. Oui, c'est ça. Toute la partie vraiment étude du business plan, la réalisation du business fait peur aux jeunes, mais néanmoins, nous, on arrive pour les sensibiliser, leur donner une méthodologie et démontrer qu'ils ont des compétences, des qualités déjà en eux pour pouvoir un jour, s'ils le souhaitent, créer leur entreprise. Alors, il y a déjà un premier bilan de ce travail qui a été mené, vous évoquez depuis 2015, vous avez un tableau de bord. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Est-ce qu'à travers cette pédagogie, cette sensibilisation sur le terrain, vous avez créé des vocations ou une appétence ? En effet, il y a énormément de jeunes qui, juste en sortant de notre formation, ils ont ce déclic-là et ils se disent « Ah, mais en fait, l'école, ça sert à quelque chose » et ils commencent à travailler sérieusement à l'école. Et vous en avez d'autres, au bout de toutes ces années, me recontactent pour me dire « J'ai envie de créer, est-ce que je peux être accompagné ?» Donc ça a allumé la mèche. Le temps, un déclic. Voilà, et la bougie est allumée, puis un jour on retourne, on dit je suis prêt pour y aller. J'ai vu que vos formations, et vos accompagnements, parce que ce ne sont pas réellement des formations, c'est très ludique, on joue à des jeux, c'est ça la manière aussi d'aller chercher les jeunes. Exactement, c'est des serious games, et donc du coup on a des jeux en marketing, des jeux en gestion, où le jeune est au centre de son projet pour pouvoir construire un projet de création d'entreprise qui va présenter à la fin un jury composé d'entrepreneurs, de financeurs, etc. Et en fait, on fait à chaque fois, c'est plein de petits jeux. Par exemple, on leur dit l'importance de se fixer des objectifs. Et ben pour ça, je leur demande de faire des pompes. Et lorsque le premier vient faire des pompes, il ne sait pas combien de pompes il doit faire. Sympa la formation. Et ça, oui, on fait des pompes. Donc du coup, il vient, il me dit, Gildas, je dois en faire combien ? Je dis, je ne sais pas, fais des pompes. Il va en faire 10. Et le deuxième, il va vouloir battre le premier. Donc il va en faire 15. Et c'est là où je leur démontre que quand on n'a pas d'objectif, on fait ce qu'on peut. Et quand on a des objectifs, on fait ce qu'il faut. Donc ils créent leur entreprise et par ailleurs, on peut le dire, ils se musclent. Ils se musclent un petit peu avec nous. Les épaules et les abdos. Mais concrètement, on voit bien que c'est un programme d'accompagnement, ce n'est pas qu'un one-shot. Est-ce que vous allez jusqu'à leur prendre la main pour créer une entreprise fictive, pour les mettre en situation ? Est-ce que vous allez jusque-là ?
En fait, là, ça reste de la sensibilisation. Donc, c'est justement, on plante la graine en disant, voilà, si un jour tu veux créer ton entreprise, voilà, c'est quoi le métier de chef d'entreprise, voilà, c'est quoi la méthodologie. Mais derrière, c'est surtout, c'est quoi être un entrepreneur de sa vie. Avant de nous quitter, vous évoquiez tout à l'heure les jeunes en relation avec la justice, donc qui avaient commis des délits, donc avec la protection de la justice, la PJJ. Comment ça se passe? Vous allez dans ces centres fermés, vous allez leur parler parce que vous anticipez que ces jeunes vont sortir et qu'ils vont aussi avoir besoin de trouver un sens à leur vie. En fait, là, on a énormément de partenaires et ils sortent, ils ont l'obligation de faire des formations et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on les accompagne et on vient avec plein de petits jeux, encore une fois, leur donner envie parce que certains d'entre eux souhaitent créer leur activité, d'autres se disent « je ne peux rien faire » et en fait, on démontre à travers nos jeux qu'ils ont des compétences et qu'ils sont brillants. Donc ça veut dire que là aussi, vous plantez la graine chez certains jeunes qui, en apparence, sont très éloignés, je dirais, du marché de l'emploi et même des études, parce que c'est parfois des jeunes qui ont arrêté leurs études. C'est ça, il y a des jeunes qui sont décrocheurs scolaires, et pour ces jeunes-là, en fait, cette façon de faire, cette pédagogie à travers le jeu fonctionne bien, parce qu'ils sont vraiment au cœur de l'action. Ils apprennent pas, j'ai pas un rôle de professeur à élève, c'est plutôt un rôle de je suis formateur, à toi de devenir un potentiel entrepreneur. Et là, vraiment, la posture change, et le jeune va se dépasser. Et on a même une jeune, moi ça me fait penser à elle, qui était agoraphobe, donc elle avait décroché et elle était venue, elle a présenté son projet et c'était elle qui allait réconforter ses camarades à la fin. Quel travail, quel chemin parcouru. Merci Gildas Simon d'être venu nous éclairer sur ce rôle important de la pédagogie, de l'accompagnement auprès de notre jeunesse. Et parfois d'ailleurs notre jeunesse la plus éloignée finalement de ce marché de l'emploi ou du marché de l'entreprise. Vous êtes responsable du programme de sensibilisation à l'esprit d'entreprendre créé à partir de 2015 au sein de BGE Paris. Parif. Et vous me ferez 10 pompes pour terminer l'émission? Pas ici. On fait comme ça? Je vous taquine. Merci d'être venu nous rendre visite. On tourne une page. Un grand entretien aujourd'hui avec la DRH de Swiss Life. Elle va tout nous expliquer sur le programme et la campagne de recrutement et sur la qualité de vie au travail. C'est un enjeu important. Elle est notre invitée dans le Cercle RH. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec Karine Gomard, et là je l'ai bien prononcé. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes la DRH de Swiss Life, qui est une compagnie d'assurance qui fait de la prévoyance, qui est une très belle compagnie, près de 2600 collaborateurs, avec une campagne de recrutement, on va en parler évidemment, et puis tout un travail mené par vous et vos équipes sur ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, la manière dont on se sent bien et que l'on met du sens à son travail. D'abord, un tout petit mot, c'est la tradition, quand on a un DRH, une DRH sur notre plateau, je lui pose cette question. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Vous qui avez eu un parcours, je précise, passant de l'industrie à la grande distrib, vous avez un parcours très varié. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Alors justement ça, la variété dans ce métier, c'est-à-dire qu'on peut changer de secteur d'activité assez facilement, puisque c'est un métier qui est vraiment au contact humain avec les collaborateurs et les managers. Et j'ai eu la chance effectivement de passer dans des belles maisons, mais totalement différentes, puisque j'ai travaillé chez LVMH, chez Safran, Le Printemps et maintenant Swiss Life. Donc j'apprécie vraiment de pouvoir avoir cette diversité et le contact des gens et pouvoir accompagner les gens au quotidien. C'est vraiment ce qui m'anime. Juste d'un mot, c'est compliqué, DRH, parce qu'à la fois, il faut impulser une dynamique de transformation permanente, et puis en même temps, il faut gérer les affaires courantes, il faut faire le dialogue social, parler avec les syndicats. C'est un métier très hybridé quand même, DRH. Oui, c'est ce qui est intéressant. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse. C'est que c'est très varié. J'ai eu la chance aussi d'occuper différentes fonctions au sein de différentes directions des ressources humaines. Et ça permet justement d'avoir une vision aujourd'hui globale du métier. Et quand je parle avec mes collaborateurs, je sais ce qu'on me raconte. Et ça aussi, c'est important pour moi d'avoir cette vision-là. Alors, un sujet autour de Swiss Life, parce que c'est important, assureur bien sûr, mais gestionnaire de patrimoine, de la prévoyance, je dirais tous les outils autour de l'assurance. L'assurance, en ce moment, et ça je m'adresse à la DRH, c'est un secteur qui a du mal à attirer, ce qui est assez paradoxal parce que ce secteur recrute et vous recrutez beaucoup. Comment vous l'expliquez? Effectivement, ce n'est pas un secteur qui séduit beaucoup les jeunes et je pense que c'est par méconnaissance. Donc en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aller de plus en plus tôt dans les écoles
sur les forums, voire même les lycées, en fait. Parce qu'effectivement, c'est un secteur qui est très méconnu. Moi-même, je suis arrivée dans l'assurance par hasard, je peux le dire. Comme beaucoup, faut le reconnaître. Voilà, par cooptation. Donc, je suis arrivée par hasard. Et franchement, c'est un métier passionnant. Donc, je n'aurai de cesse de dire, venez dans l'assurance, parce que c'est vraiment un métier passionnant. Varié, surtout. Varié. Il y a vraiment une diversité de métiers. Et on peut exercer toutes les fonctions de manière vraiment très intéressante dans ce secteur. Entreprise qui s'est dotée d'une raison d'être en 2019. Oui. Permettre, c'est la baseline, permettre à chacune de vivre selon ses propres choix. Oui. Waouh, c'est une sacrée promesse quand même. Oui, et alors je vais même vous surprendre, elle vient d'évoluer. Et maintenant, c'est nous permettons à chacun de construire son indépendance financière pour vivre selon ses propres choix. Oui, enfin, vous l'avez enrichi quand même. On l'a enrichi pour les clients. Mais moi, j'accorde beaucoup d'importance à cette raison d'être aussi pour nos collaborateurs. Bah oui. C'est-à-dire que la symétrie des attentions, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Et je suis convaincue que si on apporte la même importance qu'on accorde à nos clients et à nos collaborateurs, on gagnera justement en fidélisation de nos collaborateurs. Attirer les jeunes, vous l'évoquiez tout à l'heure, et ce n'est pas vrai que pour Swiss Life, parce que vous recrutez, mais tout le secteur peine à recruter des jeunes, c'est de lui dire... Tu vas avoir du sens dans ton métier. Oui. J'imagine que vos équipes de recrutement sont confrontées à ces échanges avec ces jeunes. Qu'est-ce qu'on leur répond aux jeunes quand ils réclament du sens? Ou qu'est-ce qu'on leur propose? Alors, on leur propose diverses choses chez nous. Alors déjà, on accorde une grande importance à la politique jeune. On a un département politique jeune dans mon équipe. Et on recrute à peu près 100 alternants par an, et on en a en moyenne 140 dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et cette année, par exemple, on en a gardé 40%. En CDI et en CDD. Qui était de votre choix ou parce Oui. que les autres partaient et qu'ils ne voulaient pas rester? Non, c'était notre choix et effectivement, on souhaitait les garder. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Donc on accorde de l'importance à ces alternants et en leur donnant du sens dans ce qu'ils font au quotidien, ça leur permet de rester dans l'entreprise ensuite. Donc ça, c'est une première chose. On propose ensuite des parcours de mobilité. Ça aussi, c'est important parce que on propose aux gens de faire des vies ma vie, d'aller découvrir d'autres métiers dans l'entreprise et pourquoi pas d'envisager d'occuper ce métier plus tard. Reconversion en intérieur. En intérieur. Quoi, 2 jours, 1 jour, comment ça marche? Ça dépend. Ça peut être une demi-journée, ça peut être plus. On propose aussi des ateliers. Je vais au marketing, ou inversement, le marketing vient... Voilà. Donc, ce qu'on appelle des vies ma vie, pour aller découvrir. On propose aussi des petites conférences pour venir expliquer le métier et donner envie aux autres de venir. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a 25% de nos recrutements qui aujourd'hui sont pourvus par la mobilité interne. Donc ça, c'est vraiment un chiffre dont on est fier parce qu'effectivement, pour les collaborateurs, c'est important. Et le troisième élément que je pourrais dire, c'est la cooptation. C'est-à-dire qu'on a à peu près 15% de nos recrutements qui sont faits par cooptation et on donne une prime à nos collaborateurs pour coopter leur entourage. Et ça, il n'y a pas meilleur moyen en fait, pour fidéliser les collaborateurs que de dire viens dans mon entreprise, on y est bien, je comprends ce que je fais, j'ai une bonne vision de ce que l'entreprise fait, puisqu'on a aussi travaillé sur une vision à 10 ans de ce qu'on veut donner à nos collaborateurs. On veut plus d'autonomie, de responsabilisation, un esprit entrepreneurial. Donc voilà, on essaye de donner du sens à nos actions, d'expliquer les objectifs de la société pour que chacun trouve du sens dans son travail. La qualité de vie au travail, c'est un enjeu fort, sur lequel d'ailleurs les marchés observent la manière dont les salariés se sentent bien, le taux d'absentéisme, le taux d'arrêt maladie, qui sont des indicateurs. C'est quoi la palette offerte aux salariés? Parce qu'il y a eu le télétravail pendant le Covid obligatoire, souffrance. Oui. Puis il y a eu des accords de télétravail où on a dit aux collaborateurs 3 jours, 2 jours. Vous avez revu votre accord de télétravail? Il a été renégocié? On parlait des partenaires sociaux. Alors, on l'a revu juste après le Covid. Nous, on était déjà en télétravail avant le Covid. On proposait déjà de 1 à 3 jours pour nos collaborateurs. On l'a revu juste après, en permettant plus de flexibilité, parce que c'est ce qui est demandé par les candidats aujourd'hui. Exactement. Et en fait, on a un quota de jours annuels. C'est-à-dire qu'on propose à nos collaborateurs 135 jours, qui représentent environ... Sur site ou chez soi? Chez soi. Chez soi. D'accord. Ce qui représente 3 jours en moyenne de télétravail. Et ça par semaine ou par mois? Par semaine. Par semaine, oui. Ouais. C'est un accord... 135 jours à l'année, ce qui fait en moyenne 3 jours par semaine. On peut télétravailler une semaine complète, voire même en Europe. Mais il faut récompenser derrière. Et il faut récompenser derrière par une semaine où on n'en aura peut-être pas. Avec un flex office ou pas? Oui, on n'est que en flex office. D'accord, parce que ça a suscité, vous vous souvenez, le vrai débat. Moi, je veux garder mon mug et la photo de famille. En fait, globalement, ça se passe comment chez vous, le flex? Alors, ça se passe en 2 phases. C'est-à-dire qu'on a un siège qui est situé en région parisienne, on a un autre gros site qui est situé près de Lille, et on a ensuite des directions régionales situées dans différentes grandes villes en France. Donc, le siège va déménager l'année prochaine, en 2025.
en total flex office. Donc, ça fait 3 ans qu'on travaille à amener les gens vers ce flex office avec des nouveaux espaces de travail, des salles silence, des salles interactives. Pour repenser l'espace. Quand on est sur place, il faut y être bien. Quand on y est, voilà, il faut y être bien. Et le site sur l'île, lui, envisage un déménagement un peu plus tard. Donc là, on va passer au flex office. Là, donc, on prévoit une période de 2 à 3 ans pour que les gens s'habituent en fait à ce flex office. Alors, je vais vous poser sur la table un sujet que vous avez sur votre bureau, qui a été lancé par un syndicat, qui est la CFE-CGC Assurance. Je voudrais vous le soumettre. Ils ont lancé, et en tout cas, ils ont déployé auprès des salariés cette idée d'imposer ou de négocier la semaine des 4 jours. Alors j'aimerais entendre la DRH parce que la semaine des 4 jours, ça fait rêver. On se dit, on fait du lundi au jeudi, puis j'ai le vendredi off. Mais comme on vient de parler du télétravail, c'est-à-dire qu'on a les 135 jours pour la semaine des 4 jours. Enfin, comment la DRH prépare, parce que vous êtes interpellé sur ce sujet, sa réponse, et quel est son point de vue ? Alors oui, on est interpellé sur le sujet par le même syndicat et les autres. De toute parce façon. que tout le monde a embrayé, j'imagine. Bien sûr. Ouais. Donc c'est un sujet auquel on réfléchit, mais qui n'est pas aussi simple. Vous l'avez résumé, excusez-moi, de manière un peu simple, en disant je travaille 4 jours et j'ai le vendredi off. Malheureusement, l'entreprise, elle doit rester ouverte du lundi au vendredi. C'est semaine de 4 jours ou semaine en 4 jours, si vous voulez que je le reformule ? Oui. Voilà, je préfère la semaine en 4 jours. Vous verrez ça, j'en suis sûr. Oui, voilà, puisque j'ai un service client qui doit répondre aux clients du lundi au vendredi. C'est ça. Donc en fait, il faut organiser par roulement. Et aujourd'hui, la demande des syndicats, en tout cas chez nous, elle est plutôt de se dire, ce serait bien, mais d'avoir un jour fixe. C'est pas forcément possible. Et c'est ça que je dis, il faut travailler. On a une réflexion sur le sujet pour se dire, est-ce que on est capable aujourd'hui de le proposer ou est-ce qu'il faut encore une période test, il faut mettre en place des actions pour permettre cette semaine en 4 jours. Mot très à la mode, le sujet irritant de la réduction du nombre de jours de télétravail en compensation de cette semaine des 4 jours. Ouais. Vous l'avez ce sujet. À la fois, vous venez de nous dire, il y a 135 jours télétravail, donc on peut faire 3 jours par semaine chez soi, mais ça veut dire que si en plus s'imposait la semaine des 4 jours, donc ils viennent une journée chez vous. Oui, voilà. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Voilà, on serait obligé de revoir à la baisse le nombre de jours de télétravail au prorata, évidemment. Il faut garder en fait ce lien social entre les équipes. On constate aujourd'hui que les réunions en présentiel, ça fonctionnait avant. Les réunions en total distanciel, ça fonctionne. Le mode hybride, on n'est pas encore en total. Mode hybride, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'un est en présentiel, l'autre est en visio, enfin en distanciel. Une partie des gens en présentiel, une partie des gens en distanciel. Et ça, vous avez constaté que ça marchait pas si bien ? Pas encore, pas si bien que ça. C'est pas encore optimum. Donc ça fait partie des sujets qu'on travaille pour le bien-être aussi, justement. Parce que quand vous êtes à distance, que vous voyez une salle où il y a 10 personnes qui finalement parlent entre eux, vous ne vous sentez pas inclus dans la réunion. Donc en fait, on a encore des progrès à faire sur cette partie-là. Et avant de nous quitter, c'est un autre sujet alors, qui interpelle ou qui impacte en ce moment les DRH, et vous parlez entre pairs, c'est l'enjeu de l'IA. Et encore plus vrai, puisque vous avez des recherches de data scientists, tout le monde s'arrache et vous ne les trouvez pas, l'IA pour les RH et la DRH que vous êtes. Vous qui avez traversé, vous l'avez dit, LVMH, Givenchy, des groupes de luxe, de l'industrie, comment vous regardez l'IA aujourd'hui ? Est-ce que vous dites c'est pour nous un outil essentiel ? Ou est-ce qu'on le laisse de côté, on le range dans le tiroir ? Pour moi, c'est un outil essentiel, vraiment. À la fois pour les RH, mais pas que. Aujourd'hui, on va être amené à recruter des gens qui sont spécialistes dans l'IA et il faut qu'on leur garantisse une employabilité sur les années à venir. Donc, il y a un double enjeu. Un enjeu pour mes équipes dans leur travail au quotidien sur l'automatisation des tâches qu'on peut apporter avec l'IA, mais aussi pour les collaborateurs et les compétences de demain qu'on doit développer. Non, pour moi, on ne peut pas le laisser de côté. Ce serait une erreur. L'IA, vous l'entendez dans ce qu'on appelle la préqualification, le pré-recrutement, c'est-à-dire éviter ces tâches parfois un peu difficiles de trier les CV. Vous le mettez où, l'IA, vous le rangez à quel endroit ? Un peu partout, pour moi. C'est vraiment l'automatisation de tâches à faible valeur ajoutée, mais aussi une aide à la conception de documents, par exemple, ou de développer des compétences pour certains collaborateurs. C'est vraiment à tous les niveaux, pour moi. C'est vraiment important. Donc, il est déjà intégré et il va monter en puissance. Il y a des entreprises, quand on les interroge ici ou ailleurs, elles nous disent « Nous, on fait des use cases, mais on n'est pas sûr, on les teste. » Vous êtes au-delà du test, là ? On est, par exemple, dans une phase de déploiement de copilote.
pour une centaine de collaborateurs, voilà, y compris pour mes équipes. Et pour tout vous dire, je fais un séminaire avec l'ensemble de mes équipes dans 15 jours sur ce sujet-là, justement pour voir un peu au quotidien qu'est-ce que l'IA va pouvoir amener dans le métier des ressources humaines. Copilot, pour ceux qui nous regardent, c'est un outil absolument incroyable. Lorsqu'on est en réunion, vous allez avoir, par exemple, un compte-rendu complet des propos qui ont été tenus. Par exemple, si on était sur Copilot, toutes les missions seraient scriptées et on aurait possibilité de choisir les items, les mots-clés. C'est bien ça, hein. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même un outil redoutablement efficace. J'attends de le tester vraiment, mais oui, a priori, oui. Merci Karine Gomard. Je ne voulais pas qu'on se quitte avant juste de dire un mot, parce que je me suis intéressé évidemment à Swift Life pour préparer l'émission, mais j'ai vu que vous aviez une fondation. Oui. Et je voudrais simplement faire un clin d'œil, parce que je pense que les salariés sont aussi embarqués dans ce type d'initiative en direction des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Je pense à elles. Comment ça se vit ça dans l'entreprise? Parce qu'une fondation, c'est aussi un outil pour les collaborateurs. Alors, tous les collaborateurs doivent être informés de l'existence de cette fondation parce qu'on fait beaucoup d'actions, notamment la Octobre Rose. En fait, la fondation propose aux collaborateurs de participer. Alors, c'est au mois de mars pour Curie contre le cancer, c'est Octobre Rose en octobre, mais beaucoup d'actions. Et à chaque fois que les collaborateurs participent à ce type d'action, la fondation reverse pour la recherche de l'argent. Donc les collaborateurs sont vraiment engagés et on a une plateforme qui s'appelle Act for Life qui permet aux collaborateurs de s'engager solidairement envers des... Concrètement. Concrètement. Ça peut être par un arrondi sur salaire, ça peut être par de la participation en temps. Voilà. Et il y a des actions ponctuelles comme celles que je viens de citer. Juste, ça sera le dernier mot, combien de recrutements au moment où nous parlons, là vous recherchez aujourd'hui chez Swift Life, pour ceux qui seraient évidemment devant leur poste et qui voudraient chercher un emploi? Environ 150 personnes. On vient de terminer la campagne des alternants, donc il nous en manque un petit peu, mais pas beaucoup. Et en CDI, oui, environ 150, un peu sur tous les métiers, à la fois commerciaux et sur tout le territoire. Ça, c'est important de le préciser, parce que Swift Life, c'est un maillage avec aussi des points d'accueil, des points de vente de l'ensemble de vos produits d'assurance et autres, puisque j'évoque la prévoyance et la gestion du patrimoine. Merci, Karine Gomard. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On tourne une page et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, je parlais de l'IA. Alors les grandes entreprises, on le voit, se sont accommodées, l'ont intégré. Comment vivent les TPE cette relation à l'intelligence artificielle générative? Bof. On en parle, c'est notre invité qui va nous en parler juste après le jingle. Fenêtre sur l'emploi pour s'intéresser à l'IA, l'intelligence artificielle générative, comme on l'appelle, dans sa relation aux TPE, aux chefs d'entreprise, aux toutes petites entreprises. Et une étude Indeed nous révèle que ce n'est pas aussi rose que ça, la relation qu'entretiennent les patrons de TPE. Éric Graham, ravi de vous accueillir et de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed. C'est vous qui portez cette étude. Pour le dire simplement, les patrons de TPE, ils le disent comme ça, sont lassés de cette espèce de matraquage autour de l'intelligence artificielle générative. Et s'ils avaient raison? Oui, alors ils n'ont pas tout à fait tort, parce que c'est une espèce d'injonction. Yaka, faucon, et si vous ne le faites pas, vous êtes à la ramasse, quoi, en gros. C'est un loser. Oui, c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça qui les dérange. À leur décharge, il y a quand même un vrai manque de connaissances, de maîtrise et d'informations. Donc l'intelligence artificielle en soi, c'est pas nouveau. Et dans la plupart des TPE, PME, commerce, etc., il y a de l'intelligence artificielle. Dans la caisse, c'est intégré. Dans la façon de gérer les stocks, etc., il y a de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle générative ne s'applique pas à tout le monde et elle n'est pas nécessaire. Et donc, c'est cette injonction qui est un peu paradoxale pour eux. Ils sont 72% à dire d'ailleurs qu'en gros, ils ne veulent pas le faire et qu'ils veulent qu'on les lâche, entre guillemets, sur ce sujet-là. Ils sont 59%, pour être précis, qui reconnaissent être lassés d'entendre parler de l'IA, et les 72% qui disent globalement... et c'est vrai que ça ne correspond pas à tous les secteurs. Comment vous l'expliquez, vous qui avez un regard aussi sur le marché de l'emploi? Vous êtes le leader sur le marché de l'emploi. Il y a quoi? Il y a des enjeux business, il y a des entreprises qui, par la communication, par espèce d'injonction, essaient d'imposer leur business sur le marché? Ouais, ce que je dis, c'est qu'il y a un vrai manque d'accompagnement. Alors pour le coup, on a fait un livre blanc avec la CPME qui met aussi de l'énergie, des moyens là-dessus. Donc la France se bouge, mais c'est pas simple parce que la France est un pays de TPE et de PME. Et donc il y en a énormément. Et donc réussir à communiquer avec elles, à proposer les bons outils, les bons formats pour former et accompagner ces gens-là, c'est compliqué, ça prend du temps. Pour autant, il y a un véritable enjeu
économique, puisque par rapport à d'autres pays, on voit qu'on perd en productivité par manque de maîtrise des outils IA. J'allais y venir parce que autant ils sont lassés, je dirais, du matraquage médiatique, probablement, c'est de ça dont ils parlent. En revanche, ouverts à la possibilité de bénéficier de conseils de formation, d'accompagnement, de pédagogie. On n'a jamais eu autant besoin de comprendre comment marchait cette IA générative, parce que tout le monde en parle et personne ne sait vraiment de quoi il parle. C'est ça. Mais c'est comme la naissance d'Internet il y a quelques années. C'est ça. On voyait bien que ça allait devenir incontournable, indispensable, mais comment je m'y prends? C'est un outil qui est nouveau, et donc c'est compliqué. Et une fois de plus, il ne faut pas opposer les générations, parce que je rappelle que notre génération, Arnaud, a connu toutes les révolutions. On a connu la naissance du téléphone portable, du Minitel, d'Internet, etc. Moi, j'ai commencé avec le téléphone bakélite quand même, avec le fil. Oui, j'ai connu aussi. Ok. Chez mamie, il y en avait un. C'est ça. Tout ça pour dire qu'on est capable, quelles que soient les générations, et donc les générations des quinquas et plus, ont déjà vécu tout un tas de révolutions digitales. Ce qui manque, c'est les tenants, les aboutissants, parce qu'il y a plein d'outils, il y a plein de solutions qui existent, à tous les prix aussi. Donc, qu'est-ce qui va m'apporter réellement quelque chose et en quoi c'est indispensable? Et donc, que ça ne soit plus une injonction, mais sous forme, en effet, d'accompagnement et de témoignage. Et un dernier élément de cette étude passionnante, l'échange aussi avec d'autres dirigeants. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'échange entre pairs, parce qu'on est souvent plus rassuré avec un pair qui a la même entreprise ou même le même nombre de salariés et qui lui dit, écoute, moi j'ai essayé, ça marche. Ils sont 25% à le plébisciter. Ça veut dire qu'il y a quand même à la fois un agacement et en même temps une envie de comprendre. C'est exactement ça. C'est en gros, je ne vais pas le faire tout seul. J'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'être aidé. Et paradoxalement, à tout ce qui est IA et qui a l'air hyper dématérialisé, le besoin d'être ensemble et d'échanger de vive voix avec mes pairs pour comprendre, analyser et peut-être même faire des erreurs, mais être dans l'échange et le partage. Avant de nous quitter, Eric Grasse, c'est tellement agréable d'avoir un tout petit peu de temps pour poser une dernière question plus large. L'IA générative, je l'évoquais tout à l'heure avec la DRH de Swift Life, on a le sentiment qu'il est en train de disrupter le recrutement. Est-ce que vous le confirmez? La chaîne de recrutement. Oui, alors l'IA a déjà considérablement améliorer les process de recrutement. Là, ça s'accélère et c'est une très bonne chose parce qu'en fait, tout ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ça permet d'automatiser des tâches automatisables, rébarbatives et donc de gagner en valeur ajoutée pour les recruteurs. Et surtout, ça permet de plus en plus, quand c'est bien utilisé, mais il faut être vigilant parce qu'on est au début, de limiter les biais. Et donc de recruter de façon plus inclusive, plus diverse et plus efficace. Étude-hippolyte.ia qui sortait une étude il y a quelques jours qui évoquait que la plupart des jeunes plébiscitaient l'IA générative parce que ça limitait, voire même supprimait les biais, donc la discrimination. Donc ça peut être un outil aussi d'inclusion. Absolument. Ouais. Merci Eric d'être venu nous rendre visite, c'est un vrai plaisir. Eric Grasse, spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed, avec cette étude sur un panel de 533 chefs d'entreprise interrogés de très petites entreprises et des PME. Merci de nous avoir rendu visite, merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe qui m'accompagne, évidemment Nicolas Juchat, merci Alice à la réalisation, Saïd aujourd'hui au son et merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et puis merci pour tous vos messages sur les réseaux sociaux. Bye bye.